Le président de la transition malienne, j'ai envie de dire le nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a prêté serment ce lundi 7 juin. Il devient donc le président qui va diriger la transition jusqu'à la prochaine élection présidentielle, normalement prévue pour le 22 février 2022, une transition au niveau du Mali sous surveillance de la CEDEAO. Le Mali est-il aujourd'hui à la croisée des chemins? Je vais parler de ce sujet avec notre invité, Louis Magloire Kemayou. Bonsoir, Louis Kemayou. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Journaliste et écrivain, vous suivez donc de près la situation au niveau du Mali aujourd'hui. J'évoquais donc la cérémonie de prestation de serment du colonel Assimi Goïta. Est-ce qu'on peut d'abord dire qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour le Mali? Oui, forcément, parce que c'est quand même une transition qui a moins de 9 mois. C'est l'âge pour une naissance, mais ce qui en est sorti, c'est un nouveau coup d'État. Donc le Mali est aujourd'hui sanctionné, comme il l'a été lors du premier coup d'État il y a environ 9 mois, mais les sanctions ne sont pas aussi lourdes que la dernière fois. Et puis les attentes même de la communauté internationale ne sont pas très importantes. Personne ne lui refuse de présider le Mali. En revanche, on lui demande d'avoir un premier ministre civil et d'organiser l'élection à la date échue, ce qu'il fera probablement, même si je ne suis pas très certain que pour la date de l'élection, elle soit maintenue en février comme convenu. Comment vous expliquez cette sorte de laxisme de la CEDEAO dans ce nouveau coup d'État? Je ne crois pas que ce soit du laxisme de la part de la CEDEAO de ne pas frapper du poing sur la table. Vous remarquerez que tous les autres partenaires du Mali sont alignés sur la position de la CEDEAO. Je crois que ça s'appelle de la réelle politique. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'il est difficile d'asphyxier le Mali. Parce que si on asphyxiait les autorités maliennes et les populations, le grand gagnant, ce seraient les djihadistes, qui sont aujourd'hui la plus grande menace à la fois au Mali et dans la région du Sahel de façon générale. Donc je pense que personne n'a besoin de pousser le Mali davantage dans le bras des djihadistes. C'est pour ça qu'on essaie de contenir la fissure et de faire en sorte que malgré ce coup d'État rectificatif, la coopération soit maintenue, le dialogue soit maintenu avec les autorités maliennes et surtout que la coopération en faveur de l'aide publique, l'aide directe aux populations ne soit pas rompue. Et l'une des aides qu'on peut apporter à la population dans ce moment précis, c'est de lui éviter de subir encore plus les affres des djihadistes. Alors, en reprenant le pouvoir de Bandao, est-ce que pour le colonel Assimi Goïta, il s'agissait simplement de nourrir, d'assouvir une ambition qu'il avait depuis quand il a fait son coup d'État, ou bien c'est la situation qui le commandait? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier est que quand on fait un coup d'État, on veut soi-même assumer le pouvoir. Donc je pense que s'il nous disait aujourd'hui qu'il n'a aucune envie d'être président, il y a très peu de gens qui le croiraient. Je pense qu'il ne se croirait pas lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand il nomme un premier ministre, il va le chercher au sein du M5 RFP, qui est le mouvement qui a contribué à faire tomber le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un mouvement aujourd'hui qui a une vraie assise populaire, même si ses dirigeants ne sont pas tous très convaincants. Il a une assise populaire et donc il veut s'appuyer sur cette assise populaire pour procéder aux réformes dont le pays a besoin pendant cette période de transition. Mais je doute fort qu'il se contente de cela, parce que vous avez vu l'évolution à la fois dans l'esthétique, dans l'approche du pouvoir. On le voit de moins en moins en tenue militaire. C'est davantage un homme en tenue civile qui assume sa présidence et qui va aujourd'hui avoir de vrais relais politiques dans son pays. Ces relais-là, il les trouve au sein du M5 RFP, qui a un relais dans la population. Et puis de l'autre côté, il surfe également sur une vague qui est réelle aujourd'hui, c'est que beaucoup de Maliens ne veulent plus de la présence française au Mali. Et donc il y a tout cet ensemble d'éléments qui, mis bout à bout, me laissent croire qu'il est en train de faire un travail qui va durer au-delà des 18 mois du temps prévu pour la transition telle que définie au début de son mandat. Donc vous pensez qu'il est en train de se donner une certaine stature de présidentielle?
il ne se donne pas une stature. Je pense qu'il est en train de surfer sur une vague profonde, une lame de fond, ce mécontentement que les gens ont, ce manque de confiance qu'il y a de plus en plus au sein des politiciens. L'ADEMA aujourd'hui peut critiquer la manière dont il a fait le coup d'État, mais elle ne pèsera pas beaucoup au final dans les décisions qui seront prises par la population. La CEDEAO a une crédibilité plus que diminuée au sein de son espace, et c'est la même chose pour la France. Donc les acteurs aujourd'hui qui pourraient nuire à son ascension politique sont diminués politiquement et socialement. Et donc ça fait qu'il a un boulevard devant lui aujourd'hui pour procéder à certaines réformes. J'espère qu'il les fera dans le sens des intérêts de la transition et surtout du peuple malien par rapport à la suite des événements. On va revenir à la question des réformes tout à l'heure, mais pour s'intéresser surtout à la personne d'Assimi Goïta et éventuellement à ses ambitions, il y a aussi cette charte de la transition. Est-ce que Assimi Goïta ne se tire pas une balle dans les pieds en prenant la présidence, tout en sachant que ceux qui assument cette responsabilité ne peuvent pas faire acte de candidature? Il se tire peut-être une balle dans le pied, mais je crois que de l'autre côté, il est en train de faire un pari qui est peut-être risqué, mais celui de considérer que tant qu'il est au Mali et que la souveraineté malienne est respectée, quels que soient les embargos et les menaces à l'international, il restera solide sur ses deux pieds. Et je pense que c'est ce pari-là davantage qu'il a fait, plutôt que celui de dire que si jamais il ne respecte pas les délais, il sera sanctionné. Il sera peut-être sanctionné, mais je ne crois pas que ces sanctions. Il y a toujours la question des délais. Les Maliens doivent voter le 22 février selon le calendrier que la CEDEAO avait prévu pour vous. Est-ce que objectivement, il ne faut pas penser aujourd'hui qu'on repoussera ce calendrier? Je pense qu'on va le repousser. Je ne voudrais pas jurer, je n'ai aucun élément d'appréciation à l'heure où nous discutons pour vous dire qu'il y a une certitude que la date soit reculée, mais au regard de la conjoncture des événements, il y a de fortes chances qu'il y ait un glissement qui durera peut-être 3 mois ou plus, mais il y a de fortes chances que ce délai qui a été fixé à février ne soit pas respecté. Alors, pendant ce temps, à quelle réforme doit s'atteler la transition? La réforme doit restaurer déjà l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. C'est la première chose qu'il faut faire aujourd'hui. C'est la plus difficile, apparemment. C'est la plus difficile également. Il faut réussir à faire en sorte que l'armée malienne, qui était sous-équipée quand l'opération Serval a été lancée, soit beaucoup mieux équipée et soit beaucoup plus courageuse qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Elle a été couverte par l'armée tchadienne et par l'armée française à un certain moment. Finalement, l'opération française Barkhane s'est concentrée dans la zone des 3 frontières. Aujourd'hui, l'armée française dit qu'elle travaillera sans plus s'associer avec l'armée malienne. Je ne sais pas comment cela peut être possible en termes d'efficacité sur le terrain, que ce soit en termes de partage d'informations ou d'opérations sur le terrain. Il y a besoin aujourd'hui de collaborer avec l'armée malienne. Et si l'armée française ne le fait pas, je pense que l'armée malienne cherchera d'autres partenaires pour le faire. Ça pourrait être la force de la CEDEAO, comme ça pourrait être la Russie ou d'autres partenaires. Mais il est important aujourd'hui que la première des réformes qui sera effectuée soit celle de l'armée, pour la rendre beaucoup plus opérationnelle, plus à même de remplir ses missions de protection des hommes et des biens, notamment par rapport aux frontières, et que le nord, le centre du pays, soit libéré de l'emprise djihadiste. Ça, c'est une priorité des priorités. La lutte ne s'arrête pas à la lutte militaire, mais c'est le premier champ aujourd'hui qui permettra de sécuriser. Et après, quand ce champ aura été sécurisé, on pourra ramener les services publics de base aux populations qui sont dans ces zones-là. Et je pense qu'il ne serait pas non plus inintéressant d'appliquer finalement ces accords d'Alger qui ont été signés et qui ne sont toujours pas entrés en application. Alors justement, quand vous évoquez l'accord d'Alger, Assimi Goïta s'est choisi un Premier ministre, Choguel Maïga, qui n'est pas véritablement un fan de l'accord d'Alger. Oui, mais je crois que même s'il fallait refaire les discussions et rendre caduques les accords d'Alger, il faudrait trouver une solution. Parce que la crise djihadiste, aujourd'hui, la crise sécuritaire imposée par les djihadistes fait oublier que le problème au nord du Mali a d'abord été le problème des Touaregs. Et donc, je pense que ce problème-là, il faut le résoudre par le dialogue. C'est un problème qui ne peut pas être résolu militairement. Même si militairement on remporte des victoires, l'armée malienne remporte des victoires, elle n'arrivera jamais à forcer
les Touaregs à se sentir maliens. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut qu'il y ait une vraie réconciliation entre les Maliens du Nord, les Touaregs, et ceux du Centre, ainsi que ceux du Sud, pour que finalement, il y ait ce sentiment d'appartenir à la même nation qui soit ressenti par les uns et les autres, aussi bien les Touaregs que les Peuls et les autres Maliens. Alors donc, sur ce chantier-là, il y a les Touaregs du Nord qui quand même tiennent à l'accord d'Alger. Pour le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui, il y a nécessité de les inclure dans un futur gouvernement? Je pense que les Touaregs n'ont pas uniquement besoin d'être représentés au niveau national, au niveau du gouvernement. Ils ont besoin aujourd'hui de se sentir maliens, au même titre que tous les autres Maliens. Et si jamais on faisait des exceptions pour les Touaregs, il faudrait en faire pour tous les autres groupes ethniques qui constituent la mosaïque de la nation malienne. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir un traitement de faveur vis-à-vis des Touaregs. En revanche, il faut que l'État remplisse ses missions sur l'ensemble du territoire et que ces missions-là, ces services de base, soient rendus de la même manière pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas de discrimination vis-à-vis de certains groupes ou en faveur de certains groupes. Je pense que ça, c'est un impératif qui est national. C'est la seule façon aujourd'hui de créer l'égalité en termes de citoyenneté entre les Maliens. Il y a, vous l'avez rappelé tantôt, il y a un sentiment anti-français qui est très grandissant au niveau du Mali. Quand il prêtait serment aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta a eu la phrase « Le Mali va honorer ses engagements internationaux ». Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va jouer sur cette vague, il est obligé de conjuguer avec la France? Non, je pense que c'est un abus de langage de dire qu'il y a un sentiment anti-français. Parce que quand vous voyez comment l'opération Serval s'est passée, les Français ont été accueillis comme des messies. François Hollande y est allé avec sa compagne de l'époque. Ils ont été accueillis avec beaucoup de joie. On a ressenti que les gens ne faisaient pas semblant d'être contents d'accueillir le président français et que les drapeaux français qui étaient brandis n'étaient pas brandis pour faire comme dans une scène de cinéma où on tourne une scène. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les Maliens ont eu l'impression que le sauveur est devenu un occupant à un certain moment et qu'ils n'ont pas trop compris pourquoi, après avoir libéré une grande partie du pays, il y avait des bouchons au nord, une incapacité pour l'armée malienne d'entrer dans certaines villes de son territoire. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que le divorce s'est produit entre les Maliens et la France. Mais ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est l'idée de dire que nous sommes sur notre territoire et si c'est vous qui nous imposez les directions que nous allons prendre, qui nous indiquez où nous pouvons aller ou pas sur notre territoire, il y a un problème. C'est un problème de souveraineté. C'est ce problème qui a été posé. Mais je pense que quand vous voyez le nombre de binationaux qu'il y a au Mali, on ne peut pas être anti-français. On peut être contre certaines pratiques du gouvernement français, mais on ne peut pas être contre tous les Français et encore moins contre l'État français en tant qu'État. Donc je pense que ça, c'est une chose qu'il faut rectifier quand on parle du Mali. La deuxième chose, c'est que les engagements qui ont été pris seront naturellement respectés. Mais ils seront respectés, comme le précisait le Premier ministre qui est pressenti aujourd'hui pour occuper. Il sera respecté tant qu'ils n'iront pas contre les intérêts du... Et cette précision, elle est très importante parce que cela signifie que si jamais il y a des clauses dans les accords qui ont été signés avant, qui ne permettent pas au Mali de se retrouver dans ses intérêts, ils ne seront pas respectés. Et ça, cette porte-là, elle n'est pas fermée. Donc, les accords vont être rediscutés. Ceux qui peuvent être respectés seront respectés. Quant aux autres, ils seront à nouveau sur la table de discussion et on verra comment ça se terminera. Mais ces accords, c'est quand même... j'ai envie de dire une question très historique, les accords de coopération militaire, les accords de défense qui existent. C'est pas seulement entre la France et le Mali, c'est entre la France et la plupart de ses anciennes colonies. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le Mali fasse exception pour renégocier ce genre d'accords? Je pense que la République centrafricaine a déjà renégocié en partie ces accords. Je pense aussi qu'en restant simplement au Mali et dans un passé pas si lointain, c'est-à-dire moins d'une semaine, la France a unilatéralement refusé de continuer la coopération avec l'armée malienne. Donc, si jamais par parallélisme des formes, et là je fais de la prospective, si par parallélisme des formes, les militaires et les forces de la transition décidaient de ne plus appliquer certains accords, cela ne surprendrait personne, à commencer par les Français. Donc là, on est dans un moment historique pour le Mali de choix. Est-ce que le Mali va continuer de
coopérer avec la France dans le cadre qui avait été défini au moment de l'indépendance, ou alors il y aura des retouches de fonds qui seront faites dans cet accord de coopération. C'est la grande question. Il y a des personnes qui estiment qu'aujourd'hui, il serait pas mal pour le Mali de coopérer militairement plutôt avec la Russie. La Russie, en arrivant dans cette zone-là, faciliterait un autre contact, c'est celui avec l'Algérie. Parce que la présence française au Mali inquiétait énormément les Algériens, les militaires algériens. Or, ils sont partenaires avec la Russie. Le matériel militaire de l'Algérie est fourni à plus de 80% par la Russie. Et donc, si la Russie arrivait au Mali, l'Algérie ne verrait pas cela d'un mauvais œil. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui entrent en ligne de compte et qui font qu'une renégociation des accords n'est pas du tout une hypothèse à rejeter pour l'instant. Alors justement, on parle de tout cela aussi en lien avec la lutte contre le terrorisme qui sévit au Mali depuis, en tout cas, 2012. Est-ce que la prise de pouvoir d'Assimi Goïta va plutôt booster cette lutte-là, puisque les militaires maliens sont au front, il n'y a pas beaucoup de succès, il faut que ce soit d'autres pays qui les appuient. Le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir. Ça va aller dans le sens de booster la lutte contre le terrorisme? Espérons-le. C'est un homme de terrain. Il a été dans ces zones-là. Il a même été fait prisonnier à un certain moment avant d'être libéré par la suite. Espérons que la connaissance qu'il a du terrain lui permettra de prendre les bonnes décisions en vue de remporter les victoires dont l'armée malienne a aujourd'hui cruellement besoin. Par ailleurs, je pense que en prenant la décision de faire un coup de force 9 mois après le premier qu'il a fait, n'oublions jamais que le Mali n'a connu que 4 coups d'État depuis son indépendance et que les 2 derniers ont été exécutés en moins d'un an, en 9 mois, très précisément. Donc, s'il prend cette lourde responsabilité devant les populations, devant les partenaires et devant l'histoire, j'espère que c'est pour résoudre véritablement de façon définitive ce problème de la rébellion au Nord. Il y a aussi les réformes politiques qui sont attendues. Quelles doivent-elles être? Les réformes politiques, c'est d'abord sortir de cet engrenage de l'ADEMA qui est devenu un terrain de bataille fratricide dans lequel on ne sait plus précisément ce qu'on peut attendre de la classe politique. Parce que le pouvoir, le parti politique qui a permis la chute de Moussa Traoré, qui avait fait le premier coup d'État, était tel que aujourd'hui, toutes les composantes de la scène politique au Mali sont issues de l'ADEMA. Il y a eu une implosion de l'ADEMA qui a donné naissance à plusieurs autres partis politiques. Et aujourd'hui, ces partis politiques se battent entre eux pour le pouvoir. Mais est-ce qu'ils se battent pour le pouvoir et les intérêts des Maliens? C'est la grande question. Il faudrait aujourd'hui réussir à reconstituer cette scène politique-là pour avoir non pas des batailles d'hommes, mais des batailles d'idées, programme contre programme, pour défendre l'avenir du Mali. Quand le général Amadou Toumani Touré avait fait son coup d'État, puis avait rendu le pouvoir aux civils, le Mali était présenté comme l'une des démocraties exemplaires au sein de la CEDEAO. Ce passé-là, il n'est pas si lointain que cela. Et tout le monde espère qu'il arrivera, Assimi Goïta, à le raviver et à faire en sorte que les militaires qui ont le pouvoir aujourd'hui au Mali se comportent un peu comme Thomas Sankara au Burkina Faso il y a quelques années, ou encore John Rawlings au Ghana il n'y a pas si longtemps de cela. Donc espérons qu'il prendra la mesure de tout cela et qu'il agira dans le sens d'un assainissement de la scène politique pour qu'à l'avenir, le Mali ne soit plus sujet à ce qu'il a connu ces derniers temps, c'est-à-dire à des coups d'État, il y a des mécontentements dans la foule qui ne sont pas entendus et qui débouchent sur un renversement du pouvoir. Mais le fait qu'ils prennent le pouvoir sur un plan politique, et on sait que cette transition doit forcément s'achever par l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle, est-ce que ça rassure la classe politique, que ce soit les militaires, forcément dans le prochain gouvernement, ils auront les postes clés qui soient à la manette pour organiser ces futures joutes électorales? Je ne crois pas à l'homme providentiel et je pense qu'il n'y a aucun homme politique au Mali aujourd'hui qui pourrait dire qu'il est l'homme providentiel. On regrette aujourd'hui, par exemple, la disparition de Soumaïla Cissé, qui était un acteur politique important, qui aurait pu peut-être donner un sens différent à l'histoire pendant cette transition. Mais le fait est qu'on ne doit pas s'attendre à avoir un homme politique providentiel. Ça n'existe pas. Ce qui existe,
ce sont des institutions fortes. Avoir une constitution suffisamment forte et bien respectée par tout le monde pour que chacun sente qu'il est égal devant la Constitution et qu'il a une égalité des chances par rapport à la possibilité de diriger son pays et d'espérer qu'il y ait une alternance à la tête de celui-ci. Si Assimi Goïta et toute la classe militaire qui l'accompagne, voire la classe politique qui s'est adjointe à cette militaire, s'ils arrivent à bâtir des institutions suffisamment fortes pour que les politiciens fassent leur travail à la fin de la transition, je pense qu'il aura rendu le plus grand service au Mali et aux populations maliennes, à la démocratie malienne. Ce qui est également attendu du nouveau pouvoir, c'est les plans économiques et sociaux. Surtout, on a vu il y a quelques semaines, le Front social était en ébullition. On a même frôlé une grève générale illimitée dans le pays. C'est des questions auxquelles ils doivent aussi s'atteler. Ils doivent s'atteler à toutes les questions. Je pense qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui faire un ordre de priorité sur les questions. Il n'y a que des urgences aujourd'hui sur la table du nouveau président, puisqu'il vient d'être investi. Il y a d'abord le plan militaire et sécuritaire avec la lutte contre le djihadisme, mais cela n'empêche pas de parler de la Covid-19, cela n'empêche pas de parler de la crise économique qui a précédé la Covid et qui est accentuée par la Covid-19 aujourd'hui. Et puis, il y a toutes ces mesures qui ont été prises en termes de sanctions par rapport au coup d'État. Donc, je pense qu'il y a besoin aujourd'hui pour le Mali de sortir de son isolement. Il y a un besoin surtout de répondre aux attentes sociales et économiques des populations, parce que c'est ça qui a expliqué le mouvement du 5 juin, c'est ça qui a expliqué également le coup d'État rectificatif qui est venu après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter au seul volet militaire. C'est un aspect qui est important parce que le pays est aujourd'hui occupé à plus de 2/3. Il faudrait arriver à le libérer et à le protéger par rapport à d'éventuelles autres invasions. Mais au-delà de ça, il faut répondre aux urgences sociales et économiques auxquelles le pays fait face aujourd'hui et qui sont très loin d'être minimes. Mais certains se permettent de dire que des questions économiques, sociales par exemple, ne sont pas véritablement du ressort d'une transition. On pourrait considérer que ce n'est pas du ressort de la transition, mais il n'empêche que ce sont eux qui ont l'effectivité du pouvoir maintenant. Et que dans le même temps qu'ils préparent la transition, pour que ceux qui prendront le relais trouvent un terrain déjà labouré, ils doivent aussi répondre aux attentes des populations. Les salaires doivent être payés, la sécurité doit être assurée, la crise économique doit être jugulée. Bref, toutes les urgences doivent trouver des réponses, et s'ils ne les trouvent pas, ils feront face à la grogne sociale, même si les gens n'ont pas le droit de manifester en raison des règles liées à la crise sanitaire, ils vont manifester leur mécontentement. Donc, je pense qu'on ne leur fera pas crédit de terminer la transition avant de s'occuper des urgences et de toutes les questions sociales. Il n'y aura pas de délai de grâce pour lui. Je pense qu'il n'y en aura aucun. Il n'en a pas accordé au précédent président de la transition. Je ne pense pas qu'on le lui accordera à lui non plus. Alors, en même temps, il a pris le pouvoir. On attendra donc dans les prochains jours la confirmation d'un nouveau gouvernement. Par rapport à la levée des sanctions qui pèsent sur le pays, vous pensez que dès que le gouvernement va être nommé, la CEDEAO, l'Union africaine vont revenir sur leur position ? Non, ils ne reviendront pas de sitôt parce qu'il y a deux exigences principales au-delà du fait de nommer un premier ministre de transition qui est civil. C'est aussi de respecter le délai pour l'élection présidentielle. C'est déjà un minima qui lui est demandé, mais je pense que ce minima-là ne sera pas très vite obtenu parce que l'élection, encore une fois, on est très loin de sa date, même si la date est certaine, elle est lointaine quand même. Et donc, le temps qu'on arrive en février 2022, il y a beaucoup de choses qui pourront se passer et les partenaires garderont la pression sur Assimi Goïta et tous ceux qui l'accompagneront pour qu'ils respectent la parole qu'ils ont prise, c'est-à-dire nommer un civil à la primature et puis organiser les élections dans le délai prévu, c'est-à-dire février 2022. Pour l'instant, je ne pense pas qu'ils vont se presser, les partenaires, à lever les sanctions. Que ce soit la francophonie, que ce soit la France ou la CEDEAO, ils garderont la pression jusqu'à la date de l'élection. Mais ce sont bien sûr des sanctions à minima par rapport à ce qui avait été décidé en août dernier, mais qui font mal au Mali quand même. C'est certain, aucune sanction ne fait plaisir. Les sanctions sont faites pour faire plier les personnes sur lesquelles elles sont exercées. Donc, elles sont là pour faire mal. Elles n'ont pas été aussi massives et dures que certains l'auraient souhaité, mais elles sont là quand même. Et je pense que les différents partenaires
maintiendront le dialogue avec les autorités maliennes, même si c'est de façon informelle, mais elles ne lâcheront pas les traînes tant que les n'a pas été organisé. Et donc, on peut dire aujourd'hui que toutes les cartes sont... Non, il n'a pas toutes les cartes. De faire le choix, le bon, par rapport à ce qu'il souhaite faire. Est-ce qu'il veut travailler avec les Maliens pour assainir la scène politique et faire que la fin de la transition soit également le début d'une nouvelle ère pour la démocratie malienne, ou alors est-ce qu'il veut juste faire plaisir aux partenaires internationaux, ceux de la CEDEAO, ceux de l'Union africaine, la France et les Nations Unies? C'est à lui de savoir ce qu'il veut aujourd'hui. Il a rectifié le coup d'État, mais pour l'instant, il n'y a pas de contenu à sa rectification. On attend qu'il donne une feuille de route dans laquelle on saura sur quoi il va apporter des rectifications et l'ampleur des rectifications qu'il va apporter. Pour l'instant, il ne l'a pas dit, donc on attend de savoir quelles seront ses priorités. Et pour le peuple malien, ça fait quand même beaucoup en si peu de temps. Ça fait beaucoup. Ce n'est jamais l'instabilité politique, surtout quand on est dans une période d'instabilité sécuritaire, ne peut réjouir personne, à commencer par les populations elles-mêmes. Elles ont besoin d'y voir clair, elles ont besoin d'être entendues, parce que jusqu'à preuve du contraire, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et pour l'instant, c'est le gouvernement du peuple par les militaires, pour la volonté des militaires, et on attend de savoir à quel moment le peuple sera consulté pour valider ou pas les décisions prises par les militaires. Louis Magloire Kemayo, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Journaliste et écrivain. Tout de suite la pause, elle va durer une dizaine de minutes, le temps du journal, et ce sera le retour pour Regard Croisé.